Vous qui avez entre 30 et 50 ans comme moi, pour vous c'est la nouveauté, pour vous c'est la fin de tout comme d'hab. Mais pour ma fille qui a 8 ans, en 2035, ce sera quelque chose de tout à fait normal, en fait. Et si tu veux être devant le game et pas en train de courir après le game, eh ben, tu dois toujours te poser la question de comment est-ce que les gens vont écouter la musique en 2035. Vous savez, en 2010, j'avais dit à tous les artistes, on arrête de faire des albums parce que maintenant on va faire que des singles. Et tous les artistes sont sortis de mon label à cette époque-là. Ils ont tous dit non, lui il est fou, vas-y, laisse-moi laisse-moi aller bosser avec les gens qui veulent me faire des albums, etc., etc. Et je leur disais, là, regardez, on va arrêter de faire des albums, on va faire des singles, parce que les gens, quand tu regardes bien les habitudes de consommation, moi je regarde tous les jours les analytiques. Et les analytiques me montraient quoi? Que quand on sortait des albums, à l'époque de iTunes, c'est-à-dire 2008, 2009, 2010, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils allaient écouter les extraits et ils n'achetaient à 99 centimes que les chansons qui leur avaient parlé. Les fans, tes vrais fans, eux vont acheter l'album entier. Mais la plupart des gens qui ne sont pas tes super fans sont des gens qui ont écouté une chanson à la radio et qui sont venus chercher cette chanson. Ils sont pas venus écouter le reste. Si après derrière il y a des trucs sympas, peut-être qu'ils vont acheter l'album, c'est le but. Mais on est passé entre 2008 et 2014, on est passé à un moment où quand tu écoutais une chanson qui te plaisait à la radio, tu n'avais pas le choix entre, si tu voulais l'album, il fallait que tu achètes l'album entier. Ça, c'était les années 2000, quand l'industrie du disque gagnait des millions et des millions et dépensait des millions et des millions pour faire des albums. Pourquoi? Parce que quand tu vendais un album de Michael Jackson, tu faisais Thriller, eh ben, tu avais 1 million de personnes qui voulaient acheter un CD, un objet. Et le seul moyen d'écouter l'album, c'était d'avoir l'objet. C'était d'avoir un CD que tu mettais dans ta platine. Et donc, tout d'abord, dans une armoire comme ça que les gens avaient, il n'y avait pas assez de place pour mettre 1 million d'albums. Donc, tout le monde avait peut-être 100 albums. Et encore. Dans les 100 albums de ta collection, tu écoutais, voilà, tes 10 préférés, et puis tu les écoutais. Et donc, quand il y avait une chanson que tu kiffais, tu n'avais pas le choix que d'acheter l'album entier. Et moi, j'ai été le premier, d'ailleurs, je suis le premier Africain, d'ailleurs, à avoir vendu 100 000 downloads sur iTunes, on n'en parle jamais, mais quand j'ai commencé à faire des singles. Bon, les singles, ça existait déjà. Hein. On achetait en CD cartonné ou en vinyle. Les singles, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais dans le monde digital, j'étais le premier à dire aux gens, les gars, faisons des singles pour pouvoir justement lancer plus de musique. C'était pas une question de... Parce que ce qu'il y a d'intéressant avec un album, c'est que effectivement, ben, tu crées un produit, de allez, disons, je sais pas, de 15 chansons. Et tes 15 chansons, pour pouvoir écouter même une, tu es obligé d'acheter les 15 dans un seul album qui te coûte 20 euros. Une fois que iTunes est arrivé, les gens ont commencé à dire, moi j'achète les 5 ici, ou moi j'achète juste celle-là, ou moi j'achète
les 3 ici. Et donc, ça a changé le game, en fait. Et moi, j'avais vu ça dans les analytics très tôt. Et les gens me disaient, ouais, mais je comprends pas, on vend plus d'albums. Je disais, non, on vend des albums, mais en vérité, les gens, bah, ils ont le choix. Vous savez, avant, Sony Music, ils avaient raconté, il y avait une interview d'un gars qui disait qu'il faisait des filler tracks. Qu'est-ce que c'est des filler tracks? Et il faisait ça aussi beaucoup dans le zouk. C'était des titres de remplissage. C'est-à-dire, il faisait par exemple les 2 singles, qui savaient qu'ils allaient passer en radio, qui savaient qu'ils allaient clipper. Et puis après, il rajoutait 8 titres. Et ces 8 titres, c'était pas important. C'était juste pour pouvoir remplir le CD. Et donc, il te sortait 10 titres. Il y en avait 2 qui avaient été bien travaillés. Et ensuite, il y en avait 10 qui étaient tous faits le même jour. Ils avaient tout enregistré en une fois, rapide, sans se prendre la tête. Parce qu'ils s'en foutaient, en fait. Parce que de toute façon, pour pouvoir acheter le single qui passait en radio, vous étiez obligé d'acheter l'album. Et quand iTunes est arrivé, d'un seul coup, les gens qui faisaient des albums de ce genre-là n'ont plus eu de succès ou ne gagnaient beaucoup moins d'argent parce que les gens achetaient juste les 2 chansons qui les intéressaient. Moi, j'ai toujours fait non seulement des albums de 20 titres, mais en plus, j'ai toujours voulu faire de la qualité et j'ai toujours voulu... en vérité, j'avais jamais assez de place dans un album. Et le problème d'un album, c'est que, ça coûtait cher à faire, mais en plus, quand tu faisais un album, c'était 2 ans de travail pour terminer l'album, mais surtout, une fois que l'album sortait, s'il marchait pas, la personne qui finançait ton album risquait de te dire, je vais pas financer le 2e. Et ça créait d'autres problèmes, en fait. Ça te créait des problèmes de type, t'as lancé un truc, t'as lancé un projet, et puis si personne veut financer le 2e, parce que ça coûtait cher à faire, puis surtout il fallait les fabriquer. Chaque objet que tu faisais te coûtait 2 €. Donc quand tu faisais un album, tu voulais en vendre 1000, par exemple, il te fallait d'abord 2000 €, juste pour pouvoir presser. Et ensuite, il fallait que tu ailles les vendre au Fnac, au magasin de papa, maman, etc. Il fallait donc que tu fasses ce travail de distribution aussi. Et quand l'Internet est arrivé, ça a créé une solution, mais ça a aussi créé des nouveaux problèmes. Parce que d'un seul coup, tu pouvais non seulement acheter des albums, mais tu pouvais acheter juste des singles. Donc, tu pouvais sortir un album, les gens te disaient « j'adore ton album », mais déjà, tu avais une partie des gens qui n'achetaient que un bout de l'album. Tu avais des gens qui achetaient l'album, mais tu avais aussi des gens qui pirataient. Puisque, avec l'arrivée de l'Internet à haute vitesse, les premiers qui achetaient avaient tendance à les partager sur iMeme, sur LimeWire, etc., etc. Napster et compagnie. Et donc, moi, tout de suite, à l'époque, je me suis dit, ok, il faut commencer à faire des singles. 1, ça coûte moins cher. Et 2, j'avais dit un truc, les gars, achetez-vous ça. J'ai dit ça à tous les artistes. Achetez-vous ça. À l'époque, ça coûtait 2000 €, je crois. Aujourd'hui, ça vaut beaucoup moins. Et puis aujourd'hui, en fait, tu peux acheter ça. Ça coûte 200 €. C'est le même micro avec lequel Michael a enregistré Thriller en version digitale. Et je disais aux artistes, achetez-vous des micros pour pouvoir enregistrer vos chansons chez vous. Mais les artistes me regardaient du genre, oui, mais si on n'enregistre pas en studio, c'est pas de la bonne qualité. Et je leur disais, les gars, ça fait depuis 2005 que j'enregistre chez moi. Je vous enregistre vous au studio, mais moi je m'enregistre à la maison depuis 2005. Avec ce micro, j'ai jamais changé de micro. Tous mes albums depuis 2004, depuis African Bohemian, ont été enregistrés avec ce micro-ci. Donc je disais aux artistes, arrêtez de vous imaginer que c'est différent. Après, on peut traiter le son, on peut machin. Et puis de toute façon, la musique des années 60, elle était enregistrée dans des studios avec des mauvaises acoustiques, etc., etc. Et ça cartonne quand même. Et l'important, c'est si tu fais de la bonne musique, tu fais de la bonne musique. Et c'est pas grave. Dans mes albums, parfois, on entend même les oiseaux derrière, ou dans le premier album, on entend les vagues derrière, parce qu'on avait un studio qui était juste derrière la plage, en Guyane.
Et bah écoutez, on a sorti comme ça, on en a vendu 100 000. Hein. Et les gens me regardaient du genre... Non, ceux de ma génération en bouille d'amour, je parle de... Ouais, génération Soumia, etc. Je leur disais à tous, achetez vos micros, parce que demain, il n'y aura plus de studio. Parce que je voyais un peu ce qui allait se passer, c'est que, vu que de toute façon, les gens n'allaient plus acheter d'albums, puisque les gens maintenant étaient sur iTunes, et une fois qu'ils avaient mis leur carte bancaire chez Apple, ben, ou les autres plateformes, bien sûr, ils avaient plus d'intérêt d'aller se déplacer à la Fnac. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, acheter un album, c'était un acte de volonté. Parce que tu devais sortir de chez toi pour aller jusqu'à la Fnac, au Virgin Megastore, ou au magasin, ou à Strasbourg-Saint-Denis, etc., etc. Et tu devais aller, ou à Cap-Vert Musique, et tu devais aller demander, il y a quoi de nouveau? Et puis tu achetais 1, 2, 3, 4 CD, tu pouvais écouter des extraits, etc., etc. Et ensuite, tu achetais tes albums, et ensuite, tu rentrais chez toi, dans le métro, tu lisais le livret, etc., etc. Et moi, je disais à tout le monde, ça va disparaître. Et les gens me disaient, tu es un malade, ça va jamais disparaître. Et je me rappelle même qu'il y avait un gars, j'ai oublié son nom, c'était un Français, un blond barbu comme ça. C'est lui qui pressait. Alors, il pressait pas, mais il était l'intermédiaire entre l'usine MPO et Section Zouk. Alors, MPO, c'était l'usine de fabrication des CD. Donc, tu crées ton master, donc tu crées tu crées au studio un master, donc c'était le CD original, et lui venait chercher ce CD original ainsi que les fichiers Quark Express de la pochette. Alors moi je sais, c'est à moi qui parlais puisque c'est moi qui faisais tout. Et Moradi Deb Music, yes. Et en fait, ces gens-là, lui venait chercher les fichiers et le master, qui était une grosse cassette à haute qualité. Et il emmenait ça chez MPO et il nous disait, voilà, dans deux semaines, vous avez vos 3000 albums de Soumia. Donc ça nous coûtait 6 000 €. Ensuite, pendant 2 semaines, tu avais la création du CD. Donc par exemple, l'album de Soumia, il est sorti je crois qu'il est sorti en décembre 2002 ou en janvier 2003. Donc en novembre, on a demandé à fabriquer 3000 CD. Ça nous a coûté 6 000 €. Ensuite, on a reçu tous nos cartons. Elle a ouvert son premier carton, elle a pris son premier carton pour distribuer aux membres de sa famille. Et ensuite, on a commencé à dire avec les Fnac et les Virgin Megastore, voilà, sorti tel jour. Là, j'ai commencé à poster sur Kesha.com à l'époque. Voilà, Soumia, Still in Love, etc., etc. Voilà quand ça va sortir. Et ensuite, tu envoies les CD à tous les DJ d'abord. Tous les DJ viennent à la maison de disques récupérer les albums promo pour pouvoir commencer à les passer en boîte, que les gens commencent à dire « Oh mon Dieu, c'est magnifique ». Les radios commencent à savoir, voilà, c'est Mes Sentiments, la chanson qu'on va lancer, etc., etc. Commencent à jouer les chansons pendant 2 semaines. Et le 1er décembre, tout le monde court à la Fnac et au Virgin Megastore pour acheter l'album Still in Love. Et donc ensuite, quand on voit combien on a vendu, par exemple, on en a vendu 2000 la première semaine, les Fnac ont appelé, on dit hey, on vient de vendre 2000, on commande 5000 de plus. On appelle MPO, on leur dit ouais, l'album, telle référence, il faut en refaire 5000. Et ainsi de suite. Donc on recevait les appels de voilà, Saint-Denis, Debs, Mora, Virgin, Alimi, tout le monde nous envoyait machin. On avait notre cellule de distribution, Eduardo, qui lui recevait toutes les commandes des différentes personnes. Et ensuite, donc par exemple, quand la Fnac dit on en veut 5000, la Fnac te paye que 90 jours après. Donc quand la Fnac t'appelle en te disant hey, on a déjà vendu les 2000 premiers, on en veut 5000 de plus, ça va te coûter 10 000 € pour fabriquer 5000 de plus. Et puis, en espérant qu'ils vont les vendre, tu fais 5000, ils viennent chercher tu leur envoies les 5000, et s'ils t'appellent encore pour te dire
on veut encore 5000, ça veut dire que tu as un tube. Et c'est ce qui s'est passé avec l'album de Soumia. Et donc avec cet argent-là, j'ai investi, parce que j'avais aussi mon album en même temps, donc celui avec Kesha On Dit Quoi qui est sorti. Donc les deux ont cartonné en même temps. Et celui de Soumia cartonnait encore plus. Donc avec cet argent, l'argent des premiers 10 000 disques vendus, c'était 100 000 euros. J'ai investi dans Elisio, j'ai investi dans ABG, j'ai investi dans Tia. Donc c'était ça à l'époque. Sauf que à partir du moment où il y avait Internet et les gens pouvaient acheter une chanson, bah, d'un seul coup, l'argent que tu gagnais était divisé par 10. Parce que les gens n'étaient plus obligés, parce qu'ils avaient aimé Mes Sentiments, d'acheter Still in Love. Ils pouvaient juste acheter Mes Sentiments à 99 centimes. iTunes prenait 30%, ça faisait 70 centimes quand quelqu'un achetait. Et ensuite, ton distributeur numérique prenait encore sur les 70%, 30%. Donc en fait, il te restait, 50 centimes par vente. Donc pour pouvoir gagner, quand tu vendais 30 000 albums à l'époque, tu gagnais 300 000 euros. Maintenant, quand tu vendais 30 000 chansons, tu gagnais 15 000 euros. Et d'un seul coup, je disais aux gens, les studios vont mourir parce qu'il n'y aura plus d'argent qui va rentrer, comme avant. Donc les producteurs vont mourir. Nous allons tous devenir nos propres producteurs. Et je disais aux artistes qui étaient chez moi en 2008-2009, je leur disais, les gars, moi, en 2011-2012, j'arrête la production. Je vais me concentrer sur moi-même. Je vous conseille d'acheter vos micros. Je vous conseille de venir prendre des cours pour que je vous apprenne à enregistrer, etc., etc. Et personne ne voulait m'écouter. Il n'y a que Eligio qui m'a écouté, Looney Johnson qui m'a écouté, Mika, Mendes qui m'ont écouté. Tous ces gens-là, ils sont très bien aujourd'hui. Ensuite, sont arrivées 2 nouvelles personnes qui ont encore plus compliqué l'affaire. YouTube et Spotify. Avec YouTube, les gens, je suis allé au Portugal une fois et je me suis rendu compte que les gens n'achetaient pas la musique, mais préféraient écouter la musique sur YouTube depuis leur téléphone portable, avec le haut-parleur de leur iPhone 3 à l'époque. Quand je suis rentré à Paris, j'ai pris tous les albums et je les ai tous mis sur ma chaîne YouTube. La chaîne sur laquelle vous me regardez, si vous regardez sur YouTube, ou vous pouvez aller voir Kesha.tv, j'ai mis tous mes albums, toute ma musique est disponible sur ma chaîne YouTube. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que, et tous les clips aussi, je les avais mis sur YouTube, bien avant tout le monde. Je suis un des premiers à avoir mis dans la musique afro-caribéenne, je suis un des premiers à avoir mis la musique sur YouTube. Et à l'époque, les gens me disaient, tu vas tuer les ventes de CD. Tu vas tuer les ventes de DVD. Parce que les gens achètent les DVD pour voir les clips. Et je disais aux gens, les gars, YouTube va remplacer Trace TV et va remplacer les DVD. Un jour, quand l'Internet sera assez rapide et qu'il sera dans toutes les maisons, et peut-être même un jour dans tous les téléphones, eh bien, les gens ne regarderont ni Trace TV, ni les DVD. Et tout le monde me disait, t'es un malade. Et le gars qui nous faisait les pressages, donc le blond en question là, qui travaillait pour la MPO, la société, il m'a dit un jour, Kesha, je vais investir, je vais créer ma propre société de pressage et je vous ferai payer au lieu de 2 euros par CD, avec moi vous paierez 1,50. Et je lui ai dit, frérot, ne fais pas ça. Investis ton argent dans soit une société de distribution numérique comme Believe, comme Deezer, ou investis même dans Spotify, je lui avais dit, ou dans Apple. Achète des actions si tu as 100 ou 200 000 euros à mettre dans quelque chose, mets ça là-dedans, parce que les presseurs de disques ne vont plus exister dans les 5 ou 6 années. Et le gars m'a dit, mais toi, t'es un malade. Il a créé son entreprise.
Il a investi tout son argent dedans. Et quand son entreprise était prête, puisque ça met quand même du temps à faire, c'est exactement le moment où Free a lancé l'Internet illimité pour 29 euros. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, l'Internet n'était pas illimité. Et quand l'Internet n'était pas illimité, à l'époque de Wanadu, eh ben, les gens ne pouvaient pas télécharger des films à volonté et pirater de la musique à volonté. Parce que ça coûtait cher. Je crois que chaque gigabyte ou chaque mégabyte au-dessus de... Je crois que ton maximum par mois, c'était 100 mégabytes. Et chaque mégabyte au-dessus, c'était 5 euros. Donc quand tu recevais une facture de 500 euros d'Internet, tu faisais « Wow, j'arrête de télécharger ». Sauf que Xavier Niel est arrivé avec Free et a dit « Hey, pour 29 euros, vous avez téléphone portable illimité, Internet illimité et le câble illimité. » Donc, il a tiré sur Canal+, il a tiré sur SFR, Orange et compagnie, et il a aussi tiré sur les Wanadu, les Caramel et compagnie, tout Internet. Et c'est là que, à ce moment-là, c'est là que le piratage a commencé en folie. Et la solution au piratage, ça a été Spotify. Et iTunes. Et d'un seul coup, on est passé au monde du streaming. Et il y a deux types de streaming, c'est le streaming vidéo et le streaming musical. Spotify, Deezer, etc. Netflix, YouTube. Et à cette époque-là, tout le monde n'avait pas Internet. 2008, 2007, 2008, c'était pas tout le monde n'avait pas Internet. Il y avait même plein de sociétés qui n'avaient pas de site web. Mais c'est vers cette époque-là que c'est devenu la folie. Tout le monde devait avoir un site Internet. Les télés ont commencé à avoir des sites Internet. C'est là que Twitter a explosé, Instagram, donc Facebook. Moi, j'ai vu la création de tous ces réseaux sociaux. Mais moi, quand Instagram s'appelait encore Bourbon, j'étais déjà là-bas. Quand Twitter s'appelait Odeo, j'étais déjà là-bas. Quand Apple avait racheté SoundJam, qu'il a transformé en iTunes, j'étais déjà là aussi. Donc, j'étais donc prêt à passer toujours à la phase suivante. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Spotify, avec toutes ces plateformes, où j'ai été un des premiers à parler avec Believe Digital, que je les avais rencontrés à Universal. Ils m'expliquaient ce qu'ils voulaient faire, une plateforme qui distribuait la musique partout. Moi, j'utilisais CD Baby à l'époque. Et j'ai commencé à distribuer la musique parce que mon but, c'était de pouvoir m'étendre mondialement avec ma musique et la musique des artistes avec qui je travaillais. Et donc, l'Internet permettait ça, mais il permettait aussi un piratage sauvage. Mais on se disait, écoute, c'est pas grave si on nous pirate, parce que c'est ça qui va nous permettre d'être connus aux quatre coins du monde, de faire des shows là où on gagne pas de vente et de gagner en stream, en vue YouTube, etc. Donc, en 2008... pareil, j'ai été un des premiers à être contacté par YouTube pour justement faire partie du programme de monétisation. Et c'est à partir de là que j'ai touché mon premier 1000 euros de YouTube. Non, je crois que c'était 800 euros la première fois que j'ai payé. Et je me rappelle, à l'époque, mon loyer, c'était 800 euros. En 2008, je crois, j'étais sur YouTube je suis sur YouTube depuis 20 ans, depuis 2005. Quand ça a commencé, j'étais sur Dailymotion d'abord, et une autre qui s'appelait... Ah, j'ai oublié. Et après, YouTube. Et donc, quand ils m'ont proposé de faire partie du programme de monétisation, puisque j'avais une des plus grosses chaînes YouTube à l'époque, pour tout ce qui était musique, Kizomba, Zouk, etc., puisque j'étais un des seuls qui avait des clips, et qui avait tous les clips de Sushiro, mais j'avais même des artistes qui me disaient « Est-ce que tu peux mettre mon clip dans ta chaîne ?» Parce que nous, on n'a pas de chaîne YouTube, on comprend rien. Et donc, quand j'ai touché mon premier, je vais simplifier, hein, c'était 800, mais quand j'ai touché mon premier 1000 euros de YouTube, dans un mois, j'ai fait « Attends une seconde, quoi ? Mon loyer, c'est 950. C'était 950 mon loyer au Pré Saint-Gervais. Attends. Ça paye mon loyer. J'ai attendu le mois d'après. Paf 900. Le mois d'après, paf 1000. Le mois d'après, j'ai fait oh. Et là, j'ai commencé à poster tous mes vlogs, tout mon contenu sur YouTube
Pour arriver à ma chaîne aujourd'hui, justement, bah, c'est une chaîne qui rapporte 5 000 € tous les mois. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 000 vidéos dedans. Et donc, comme j'étais toujours le premier arrivé, ben, j'étais toujours en train de profiter des plateformes. C'est-à-dire même aujourd'hui, les gens font des podcasts dans tous les sens. Moi, mon premier podcast, je crois que mon premier podcast, c'était il y a 17 ans. Je crois que ça s'appelait Just Chatting with Kesha, c'était sur iMeme. Donc, ce que je fais là, ici, là, en anglais et en français, en anglais le dimanche et en français le mercredi, c'est pas d'aujourd'hui, en fait. C'est juste qu'à l'époque, la qualité était différente puisque il n'y avait pas encore l'Internet avec la fibre optique, il n'y avait pas encore toutes ces choses-là. Mais l'important, comme je dis toujours, c'est d'être là au début et d'accompagner l'évolution et surtout de te projeter à, OK, dans 10 ans, comment est-ce que mes enfants vont consommer? Et l'erreur de beaucoup d'artistes, j'en parlais la semaine dernière, l'erreur de beaucoup d'artistes, c'est l'erreur émotionnelle. C'est de se dire, oui, AI, machin, oui, YouTube, ceci, oui, moi je veux pas. Le changement s'en fout de ton avis. J'ai eu une conversation avec un acteur il y a en 2008. Et je lui disais, tu sais, un jour, les gens n'iront plus au cinéma. Et il me disait, quoi? J'ai dit, non, un jour, les gens n'iront plus au cinéma. Et il m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que un jour, l'Internet sera assez rapide pour que la vidéo et le son passent de façon instantanée sur ta TV. Et il a commencé à hurler. Non, qu'est-ce que tu racontes? C'est la folie. Je lui disais, frérot, calme-toi déjà. Respecte. Non, machin, le cinéma, c'est machin, le grand écran, les pop-corn, l'expérience. Je lui disais, gars, moi, je te parle comme quelqu'un qui va au cinéma et qui aime aller au cinéma. Je ne te parle pas comme quelqu'un qui est content. Moi, je suis un réaliste. Je suis pas un... Moi, dans la philosophie, on m'appelle le stoïque. Moi, j'ai étudié le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est de ne pas se laisser emporter par tes émotions quand les choses arrivent. C'est de regarder les choses, d'analyser les choses et d'avancer. Et donc, je lui disais, écoute, ce que je t'explique, c'est pas de la rêverie. Voici des articles sur la prochaine génération d'Internet. À l'époque, on était en 3G. On était encore entre Edge et 3G. Je lui disais, un jour, tout le monde aura la 5G, y compris en Afrique. Résultat, les données vont passer de plus en plus vite, fibre optique, etc. Et donc, il y aura des nouvelles plateformes qui vont exister. Et quand je lui disais ça, Netflix était encore un service de location de cassettes vidéo. Ils n'étaient pas encore passés au streaming. D'ailleurs, quand ils étaient passés au streaming, tous les utilisateurs étaient furieux. Mais ils avaient eu raison. Et je lui disais, les gens, à un moment, quand ils vont pouvoir recevoir leurs films à la maison, eh ben, ils n'auront plus d'intérêt de sortir de chez eux pour aller au cinéma. Ils le feront de temps en temps pour le plaisir, mais si les télés, à l'époque, les télés plates qu'on mettait sur le mur, le maximum, les plus chères, celles qui coûtaient genre 50 000 €, c'était les 40 pouces. Et je lui disais, un jour, il y aura des télés de 60 pouces, 65 pouces. Et les gens pourront tout simplement regarder le film directement en streaming. Et le gars me disait, mais tu racontes n'importe quoi, l'expérience du cinéma. Et je lui disais, frérot, je te dis pas ça pour t'énerver. Sache que un jour, peut-être pas nous, mais nos enfants ou leurs enfants n'auront pas l'expérience que nous on a et n'auront même pas
n'auront même pas cette nostalgie de ça, puisque pour eux, ça n'existera pas. Et je leur disais, mon petit frère, qui avait 14 ans à l'époque, aujourd'hui, il en a 30. Il en a 40. Quel âge? 36 ou 40, j'ai oublié, désolé. Mon petit frère, il a 40 ans. Non, 36. Anyway, mon petit frère, à l'époque, avait 14 ans, et lui n'avait jamais acheté de CD de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il téléchargeait tout déjà à l'époque. Et donc, je disais, cette génération-là ne va pas se dire « Ah, les CD, c'était trop bien », comme nous. Ce ne sera pas leur problème. Ils n'auront pas connu, ils ne peuvent pas avoir la nostalgie de ceux qui n'ont pas connu. Et moi, je dis aux gens, si tu fais du business, il ne faut pas que tu penses à tes propres émotions, à ta propre nostalgie. Il faut que tu te dises, demain, c'est comme ça que les gens vont consommer. Alors, tu dois te mettre au diapason si tu veux faire du business. Si tu ne veux pas faire du business, tranquille. Quand je disais aux artistes, faites vos home studios, 80% des artistes m'ont dit, on ne veut pas. On veut que ce soit vous qui payez. Aujourd'hui, tous ces artistes, ils pleurent, ils font des shows mal payés parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils avaient commencé à s'enregistrer tout seuls, ils auraient pu créer des chansons, ils auraient pu avoir aujourd'hui en streaming 10, 15, 20, 100 chansons. Si chaque chanson des 100 chansons rapporte 30 € chacune, c'est 3 000 € par mois. C'est tout. Et c'est mensuel parce que les gens qui écoutent en streaming, ils écoutent tout le temps. Effectivement, tu vends 10 000 albums, tu gagnes 100 000 €, mais une fois que tu les as vendus et que les gens les ont achetés, ils te rapportent plus rien. Le streaming, c'est un autre business, un business où ça stream, ça te rapporte 0,0003, mais chaque fois qu'ils écoutent, ça te rapporte 0,0003. Donc, s'ils écoutent 1 million de fois aujourd'hui, ça te fait 3 000 €. S'ils écoutent 1 million de fois le mois prochain, ça te fait 3 000 €. S'ils écoutent 1 million de fois tous les mois pendant le reste de ta life, ça te fait 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000. Et quand tu arrives à des chiffres comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire, moi j'ai 1 million de personnes qui m'écoutent tous les mois, donc juste Keisha, c'est peut-être 3 millions de streams, puis le reste de mon catalogue, c'est peut-être 3 millions en plus la chaîne YouTube, etc. Tu commences à gagner des vraies sommes mensuelles, et donc tu n'es pas obligé d'aller faire des shows. Et quand j'expliquais ça aux gens, je leur parlais chinois. Parce que moi, je parlais du futur, mais eux, ils avaient une émotion sur le présent. Et donc, quand je disais à cet acteur, frérot, un jour, les gens vont télécharger les films, il me disait, t'es un malade, rien ne remplacera le cinéma. Un jour, donc il y a 2 ans, je me suis installé dans cet appartement. Et la première chose que j'ai acheté, donc la première chose que j'ai construit, c'était ce studio, mon bureau studio. Donc j'ai mon canapé ici. Et ici, j'ai je sais pas si vous allez le voir, j'ai un écran de 75 pouces, pardon. Et dans le salon, j'ai acheté un 85 pouces. Donc 85 pouces, quand tu fermes les volets, tu as vraiment l'impression que tu es au cinéma. T'es pas dans IMAX, mais t'es presque au cinéma. Et un jour, donc je suis là, chez moi, j'arrive à la maison, et je trouve ma femme, sa sœur, leur meilleure amie, les enfants, et une autre copine, et ils sont tous sur mon grand canapé. J'ai un grand canapé là au salon. Et ils ont tous commandé ma femme a commandé sur Uber Eats 4 grands paquets de popcorn, des nachos, et je leur dis, qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, non, on est sur Disney+, on va regarder le nouveau, je ne sais même pas quel film c'était qu'ils allaient regarder, je crois que c'était Smile 2. Mais ça ne vient pas de sortir au cinéma? Si, c'est sorti au cinéma la semaine dernière, mais nous on attendait que ça sorte ici. Et c'était avec les enfants étaient par terre sur un tapis, eux aussi ils avaient leurs bonbons, leurs trucs,
Elles étaient toutes sur le canapé, puis je les ai vues, elles ont appuyé sur pip, pip, les deux boutons, les stores ont commencé à baisser, elles ont fait pip, elles ont allumé l'air conditionné, et puis elles ont commencé à regarder leurs films, comme si elles étaient au cinéma. Et je leur ai dit, mais pourquoi n'êtes-vous pas allé au cinéma? Et elles m'ont répondu, pourquoi faire? Tout est là, ici. Et j'ai appelé le même gars avec qui, quand il s'était levé, il avait presque fait sortir presque fait sauter tous les trucs de la table tellement il était énervé, avec la grosse veine là. J'ai appelé le gars, j'ai dit, allô? Alors, voilà ce qui est en train de se passer chez moi. Tu te rappelles de notre conversation de 2007? Ah, c'est pas pareil. J'ai dit, frérot, en fait, c'est un challenge, mais c'est en même temps une chance, et c'est selon, en fait. Si tu restes sur tes acquis, ça devient un challenge et tu te fais flush avec l'eau des toilettes. Si tu commences à avoir un peu de vision, eh bien, ça te permet de te dire, avant, quand je sortais un film qui était vraiment basé sur une histoire africaine avec les mœurs africaines, etc., etc., et j'allais voir Gaumont, Pathé, et leur dire, voilà, j'aimerais bien être joué dans une petite salle, on te disait, non, monsieur. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait lancé le DVD d'un film qui s'appelait Africa Paradis, et c'était donc il y a, ça fait longtemps, Africa Paradis, je ne sais plus quand est-ce que c'était sorti, c'était l'histoire de Français, la France était en ruine, et les Français faisaient tout pour essayer d'aller vivre en Afrique, qui était devenu un grand pays qui s'appelait l'Union africaine, et les gens allaient, les Français allaient clandestinement en Afrique pour pouvoir essayer de trouver le bonheur. Donc l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Et comme ce film était vu comme un truc controversé à l'époque, il avait été barré de toutes les salles de cinéma. Et donc, il l'avait sorti en DVD et il n'arrivait pas à le distribuer au Fnac. Parce que les Fnac lui disaient, ah, non, mais en fait, le sujet, c'est un peu compliqué, la façon dont vous parlez de l'Europe, c'est un film un peu raciste. Et donc, on lui empêchait de vendre son film à l'époque, de le distribuer. Et moi, je lui avais dit à l'époque, mets-le sur YouTube. Frérot, mets-le sur YouTube. Je sais pas si il est... Attends. Ça s'appelait Africa Paradis, je crois, si je me rappelle bien. Je suis pas sûr si c'était ça le nom du film. C'était l'histoire de deux Français là qui partaient C'était Africa Paradis? Oh, je sais plus comment s'appelait ce film. Mais il était tellement... c'est un film vraiment prémonitoire presque. Ah merde, c'était quoi? C'était pas Africa Paradis. Africa Paradis... Si, c'est ça. C'est ça, Africa Paradis. Voici le film. Voilà. Je sais pas s'il est disponible sur YouTube en tout cas, mais quand j'ai rencontré le réalisateur à l'époque, je lui avais dit, bah, mets ton film sur YouTube. Mais à l'époque, YouTube, c'était vraiment le début. Attends, laisse-moi regarder si c'est sûr. Ah, Africa Paradis trailer. Je sais pas si je peux jouer un trailer sur le live. Je vais avoir des problèmes. En tout cas, cherchez Africa Paradis sur les plateformes. Et donc, moi, j'ai toujours vu les nouvelles technologies comme des opportunités de répondre à certaines frustrations. C'est-à-dire, on fait des albums de zouk, de kizomba, de musique afro, et on est distribué que dans des zones qu'on atteint géographiquement. L'Internet m'a permis d'atteindre le monde entier. Si j'étais présentateur télé, par exemple, ça m'énerverait que à 1 heure d'écoute, les gens, au lieu de regarder ma chaîne de télé, ils préfèrent regarder un gars sur TikTok. Mais c'est ça le futur. C'est pour ça que j'ai investi dans la qualité de ce contenu. Et que je suis à l'épisode
33 de Internet du village et 417, je crois, de Club Shada. Parce que dans 10 ans, je ne sais pas si je continuerai à faire ces shows-là, mais en tout cas, dans 10 ans, j'aurai peut-être 1000 épisodes de chaque chose. Et peut-être que dans 10 ans, les gens diront « il disait, il y avait un gars qui s'appelle Kesha, il disait des trucs intéressants. » Maintenant, les gens pourront retourner sur ma chaîne YouTube et regarder tous les épisodes et les suivre. Ou quand ils font la cuisine, ils pourront m'écouter parler ou l'écouter en podcast sur les plateformes, etc. Et c'est ça la vision, en fait. C'est toujours se dire hey, que j'aime ou que j'aime pas, le truc arrive. Donc, soit tu es sur la vague en train de surfer, soit tu es sous la vague en train d'essayer de respirer. Moi, je surfe, je suis comme ça. Quand j'ai découvert le Mapuka, j'ai créé, on dit quoi? J'ai découvert le Mapuka, le Zouglou, j'ai mélangé ça avec un peu de hip-hop, un peu d'Atalakou de Kin et de Braza, un peu de Nushi ici, un peu de rap en anglais. First of all, I'm fabulous. Allez. Jusqu'à aujourd'hui, 23 ans après, il passe dans toutes les soirées. Il y a des gens qui font des morceaux, hein, mais les morceaux durent 1 an. Quand ton morceau il dure 23 ans, on n'est pas dans la même conversation. Et quand je vois le AI aujourd'hui, je me dis, et je dis à tous les amis chanteurs, beatmakers que je connais, les gars, avant on était 10, après on a eu 1000 concurrents, après on a eu, avec l'internet, les type beats, on a eu 100 000 concurrents. Nous allons bientôt avoir 10 millions de concurrents. C'est un peu comme l'avènement d'Instagram. Avant, quand tu étais créateur de contenu, quand tu faisais des photos, eh ben, les gens achetaient des magazines pour regarder tes photos. Pour voyager, les gens regardaient, ils achetaient National Geographic et les magazines, et puis ils regardaient tes photos. Et donc, les gens te payaient pour aller en voyage en Alaska, au Mont Fuji, etc., etc. Et parce qu'il y avait des gens qui voulaient voir tes photos. Et les gens étaient des consommateurs. Quand Instagram est arrivé, en même temps que l'iPhone 4, qui était le premier téléphone qui avait une caméra plus ou moins décente, avec les Samsung aussi, etc. Mais c'était surtout... Instagram était seulement sur iPhone à l'époque. Quand l'Instagram est arrivé sur cette petite machine, l'iPhone 4, le meilleur iPhone qui a jamais été fait. Regardez la différence. Regardez la différence. À l'époque là, ça c'était une révolution à l'époque. Eh ben, avec ce petit appareil photo pourri là, les gens ont commencé à prendre en photo leurs propres photos. Et ce qui s'est passé, c'est que les consommateurs sont devenus des créateurs. Et donc, eux-mêmes avaient aussi leurs followers. Donc, il n'y avait pas juste un créateur qui était vénéré par 1 million de personnes. Maintenant, le 1 million de personnes, eux aussi avaient 1000 followers, 10 000 followers. Et c'est là que la génération des influenceurs a commencé. À nouveau, j'étais là, au tout début. Je crois que je suis l'utilisateur numéro 100 000 de Twitter. Je suis un des 100 000 premiers à avoir Twitter. Et Instagram, j'étais là quand ça s'appelait Bourbon. Ils avaient même un concurrent, j'ai oublié leur nom. Et après, comme j'avais un iPhone, j'étais vraiment un des premiers à avoir Instagram. Et Facebook aussi d'ailleurs. Et moi, je me disais, mais c'est génial, je vais pouvoir partager le truc. Donc, bon, mon compte est tombé avec 180 000 followers, mais j'ai compris tout de suite que il y avait un changement dans la consommation. Parce que les gens qui normalement étaient passifs et attendaient que nous, créateurs, nous créions, avaient maintenant les outils, c'est-à-dire un appareil photo et des filtres pour faire joli. Et ils pouvaient eux aussi faire des photos du Mont Fuji.
Et quand je parlais aux photographes, de nouveau, ils avaient la réaction émotionnelle. Ah, mais moi, j'utilise un Canon 9D ou 1D avec le gros objectif blanc là. Ma photo du mont Fuji, elle est bien. Et je lui disais, frérot, tous les Japonais qui habitent à côté du mont Fuji, ils prennent avec leur iPhone 4 la photo du mont Fuji, ils mettent le filtre un peu jaune là, le premier filtre d'Instagram à l'époque, il y avait ce filtre là que tout le monde kiffait. Ils mettent le filtre et ils ont plus de vues que toi. Parce que de toute façon, toutes les photos vont être baissées à 1000 x 1000 pixels. Et tu es en concurrence avec les autres. Et personne s'en fout comment toi t'as fait ta photo. Tout ce qui les intéresse, les gens, c'est le résultat. Et les gars, ils criaient, non, 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 non. Et je leur disais, les gars, si j'ai un truc à te conseiller, c'est créer un compte Instagram. Ah non, moi je suis sur Flickr. Frérot, crée un compte Instagram. Et aujourd'hui, à nouveau, on est à cette nouvelle frontière avec le AI. Aujourd'hui, le AI ne remplace pas un avocat, mais franchement, quand tu as besoin de certaines questions que tu te poses par rapport à un litige ou un truc, il a beaucoup de réponses. Ne remplace pas un compagnon ou un psychologue si tu es déprimé ou si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, mais il n'est jamais éteint. Donc quand tu dis ça va, il te dit ça va et toi? Ah, j'arrive pas à dormir. Oh, tu veux qu'on parle? Oui, parlons. Et il y a plein de gens qui parlent à leur chat GPT toute la journée. Et ça peut paraître fou pour les gens qui n'ont pas connu ça, mais les générations de dans 10 ans, ils vont parler avec leur AI toute la journée. Et leur AI sera peut-être dans leurs lunettes. Leur AI sera peut-être avec eux, auront peut-être les données numériques de tout leur peut-être avec une bague comme ça, comme ma bague de mariage, peut-être qu'ils auront une bague qui prendra les données de leur taux de glycémie dans le sang, leur taux d'oxygène dans le sang, le battement de leur cœur, l'arythmie, tout ça, nanana, qui seront aussi connectés au téléphone, à leurs lunettes, peut-être les AirPods qui vont sortir la semaine prochaine vont pouvoir prendre ton pouls via le battement de ton cœur dans tes oreilles. Maintenant, tous ces gens-là auront ce truc, machin. Ils auront peut-être un petit message qui leur dira le matin, attention, ton taux d'oxygène n'est pas bon. Ou attention, cette semaine, mange moins de ceci. Et pour nous, ce sera pour nous, ce sera une invasion de la vie privée. Mais pour eux, ils savent pas ce que c'est avant, en fait. Moi, ma fille, elle a toujours eu, depuis qu'elle est capable d'utiliser ses doigts, elle a toujours eu un iPad. Ah oui, mais non, parce que moi, je veux que ma fille, elle soit comme moi, c'est-à-dire, demain, elle sera opérationnelle pour le monde de demain. Le monde où tout le monde utilisera du AI, des écrans, machin. Je veux que ma fille soit opérationnelle. Donc, ça ne m'intéresse pas de comment je vivais moi. Ce qui m'intéresse, c'est comment elle va vivre. Et quand je regarde comment elle consomme les contenus, ma fille n'a pas connu un monde sans Internet. Ma femme encore, comme elle a grandi en Afrique, à l'école coranique, elle est encore... je dirais qu'elle a découvert Facebook. C'est plus une enfant Facebook. Quand elle avait 14, j'imagine, c'était Facebook. Mais elle était en Afrique, donc l'Internet n'était pas comme aujourd'hui. Mais une fois qu'elle est arrivée ici, bah ça y est. Internet illimité, machin, nanana, Instagram. Elle était déjà époque Instagram. Alors que moi, j'ai vraiment connu le monde sans... Moi, je suis la dernière génération des gens qui ont 50 ans. On est la dernière génération des gens qui ont grandi sans Internet. Et les gens qui ont 8 ans aujourd'hui, comme ma fille par exemple, ma fille, mais c'est un des premiers mots qu'elle a su dire. Enfin, papa, maman, mais les deux mots qui sont dans le vocabulaire de ma fille depuis qu'elle est consciente, enfin qu'elle a l'intelligence d'un enfant, c'est-à-dire vers 4-5 ans, c'est Internet, elle appelle ça intranet, et batteria.
Sim, mano. Pode me jogar no meu chapéu. Isso? Sim. Podes entrar, sabes? Não queres. Espera, abre. Ninguém tá vendo. Sorry. Ciao. Ciao. Qu'est-ce que je disais? Vous voyez, quand on parle du diable, il apparaît. J'ai prononcé ma femme, elle a apparu. Comme le djinn. Oui, comme tu dis, LGT. Désolé le chat, je vous lis, mais comme je suis en train de parler, parfois je m'oublie. Mais nous, les gens de la génération 90, on a vraiment du mal à se projeter dans ce monde très connecté. Imagine, moi je suis né en 1974. Moi, ma première nana, on s'appelait au téléphone et on tournait pour s'appeler. Moi, j'avais 10 numéros que j'appelais, je connaissais tous les numéros par cœur à l'époque. Moi, je viens d'une époque où, quand tu étais perdu, soit tu connaissais la ville, soit tu achetais une carte de Paris. Et quand tu voulais aller en boîte de nuit, ou en Belgique, ou en Hollande, on allait au mondial, il fallait avoir la carte. Nous, on a vu apparaître Coyote. C'était les premiers GPS. Il y avait les GPS Coyote. Ensuite, il y a eu les GPS dans les iPhones. Nous, on a vu apparaître tout ça. On a connu, avant Google, il y avait Alta Vista. Avant Alta Vista, il y avait... On a connu, avant TikTok, il y avait Instagram. Avant Instagram, il y avait Facebook. Avant, il y avait i5. Avant, il y avait MySpace. Avant, il y avait GeoCities. On a connu MSN, ICQ. Nous, on a vu tout se construire. Et quand tu as vécu plusieurs révolutions, t'es prêt, en fait, pour la prochaine. Tu es pas en mode... Moi, j'ai connu le Bitcoin à 50 centimes. 2011. Et je disais à mon ex, ce serait... Et si j'achetais pour 300 € de cette bêtise-là? J'en aurais mis 6000, c'est-à-dire 600 millions d'euros. Et finalement, j'ai fait, ah non, laisse. Donc, quand tu as vécu ces choses-là, tu as une vision différente du monde. Et tu comprends qu'il faut jamais... Et Skyblog. J'avais une ex qui avait fait semblant de mourir sur Skyblog. Je raconterai ça une autre fois. Quel connard. Ou je crois que j'ai déjà raconté. Anyway. On est dans un truc où... J'expliquais à un artiste qu'avant, ça coûtait tellement cher que c'est les maisons de disques qui décidaient qui pouvait rentrer et qui ne pouvait pas. Donc d'un côté, il y avait les élus, les artistes qui étaient signés en maison de disques, et de l'autre côté, il y avait tous les gens qui n'avaient pas accès aux rêves. Et quand comme dans Game of Thrones, le mur est tombé là, on s'est tous retrouvés ensemble. Avec les White Walkers. On s'est tous retrouvés là. Tous les artistes bons, les artistes qui méritent, les artistes qui sont nuls, les artistes qui font des trucs pourris, mais tout le monde maintenant a la possibilité de faire. Et si tu es pour la liberté d'expression et tu es pour l'art, eh bien même les artistes qui sont nuls devraient pouvoir aussi tenter leur chance et déposer aussi leur musique sur Spotify et YouTube et compagnie. Et c'est le public qui décide. Sauf que, comme ça fait beaucoup de bruit, les gens qui pensent qu'ils ont du talent, ou les gens qui estiment que eux ils méritent, ou eux ils ont appris, ou eux ils n'utilisent pas l'autotune, ou eux, etc., se disent, bah non, c'est moi qu'on devrait écouter. Mais le public a le choix. Et donc plus le public a le choix, plus ton art est dilué. Et c'est ce qui est arrivé avec Internet, avec l'avènement des DistroKid, de l'autodistribution, de l'auto-enregistrement en studio, etc. Ça a permis à des artistes qui n'auraient pas pu être découverts de pouvoir s'en sortir, mais ça a aussi permis à tous les artistes qui... Bon, je suis un artiste, je peux pas dire qu'un autre artiste est nul, mais bon, il y a des gars qui sont nuls. Ben, eux aussi sont là.